Nouveau rendez-vous politique sur la chaîne Au cœur de nos défis. Bienvenue à Surface de vérité. Dans le fauteuil blanc ce soir, je reçois pour vous une femme dont la voix compte sur la scène politique nationale. Elle a réussi à se faire une place dans la deuxième force politique du pays. Henriette Zumbaré est députée, elle est vice-présidente de l'Union pour le progrès et le changement, chargée des structures du parti. Bonsoir, madame. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Merci, moi qui vous remercie. Alors déjà, comme je l'ai dit, vous êtes vice-présidente de l'UPC. C'est vrai que sur la scène, c'est assez rare quand même de voir des femmes se hisser à un tel niveau à la tête de nos partis politiques. Est-ce qu'on peut dire que de plus en plus, c'est une image qui change pour la femme politique burkinabé, la femme burkinabé en politique? Vous êtes députée, vous êtes vice-présidente d'un parti comme l'UPC. Merci, tout à fait. C'est pas nouveau à l'UPC. Dans le bureau politique issu du premier congrès tenu en juin 2014, le bureau comptait déjà une vice-présidente. Donc, c'est la tradition qui a été perpétuée. Et c'est cette fois-ci, à l'issue du deuxième congrès qui s'est achevé le 22 juillet 2018, le bureau exécutif central compte 3 femmes. Donc, nous sommes 2 vice-présidentes et une secrétaire générale adjointe chargée de la gestion du parti. On jette un regard panoramique, on voit quand même qu'au-delà de l'UPC, c'est quand même une dynamique qui est en train de s'instaurer, même au parti au pouvoir. On voit ces femmes qui se défendent bien au sein du gouvernement, qui se défendent bien au sein de l'Assemblée nationale. De plus en plus, il y a de la place pour les femmes. Il y a toujours eu de la place pour les femmes. Ce sont les femmes qui ne les occupent pas très souvent. Et vous savez, je suis plus à l'aise pour parler de mon parti que des autres. À l'UPC, la place de la femme n'est pas négociable. Et là, la direction du parti en fait un barreau d'honneur. Malheureusement, les femmes ont encore beaucoup d'obstacles devant elles pour s'engager effectivement en politique et occuper la place qui leur revient dans les instances des partis politiques. Et qu'est-ce qui peut encore expliquer ça, à partir déjà où il y a des modèles comme vous qui vous en sortez très bien, on peut le dire? C'est quand même un parcours, c'est quand même un parcours, et c'est aussi un engagement, c'est un ensemble de facteurs qui militent à l'engagement de la femme en politique. Et vous savez très bien, dans notre contexte, il y a toujours eu des femmes en politique au Burkina. Je prends par exemple un peu plus loin, sous la 4e République, non, plutôt la 2e République, il y avait des femmes. Et avant elles, au début des indépendances, il y avait des femmes. Je retiens toujours, et j'ai beaucoup de respect pour Madame Jacqueline Kizerbo, qui était une éminente femme, qui s'est vraiment battue aux côtés de son époux, le professeur Kizerbo, paix à leurs âmes, et qui ont été vraiment des modèles de femmes pour notre pays. C'est vrai qu'au début des indépendances, il n'y en avait pas beaucoup qui comprenaient déjà la chose politique, qui s'étaient engagées, mais au fur et à mesure, on a vu quand même des femmes qui se hissaient. Je citerai Madame Marie-Louise Nia sous la Révolution, Madame Ouedraogo Joséphine qui était ministre de l'Essor familial sous la Révolution. C'était des femmes quand même charismatiques qui ont porté haut le flambeau de la femme. Et ça s'est poursuivi. Vous parlez de Koudougou, par exemple. Vous êtes Il y a Juliette de Bonkoungou. Cette localité. Oui, Juliette Bonkoungou, qui a même créé son parti à un moment donné. J'ai beaucoup admiré à ses débuts quand elle a créé le. J'ai dit, mais voilà une femme qui a quand même bravé beaucoup de choses et qui va ouvrir la porte grandement aux femmes afin qu'elles s'intéressent à la vie publique.
Donc il y a eu vraiment d'éminentes femmes. Malheureusement, cet élan a été un peu écorché par un certain nombre de préjugés sociaux. Et vous savez, hein, plus les femmes étaient actives en politique, plus on les empêchait d'aller plus loin. Et ça, tout le monde le sait. Et j'ai souvent l'habitude de dire à mes camarades, en politique, il n'y a pas de place réservée. Il n'y a pas de, si on vous réserve la place, ce n'est pas la meilleure place. Donc, il faut mériter vraiment la place. Et je crois que le Burkina a compté quand même des femmes éminemment compétentes, éminemment dévouées. Ce que je retiens de la femme engagée en politique, c'est le défi de réussir. Malheureusement, ce défi de réussir, tout le monde n'a pas le punch, quoi. Et ce qui bloque l'engagement de certaines femmes, c'est surtout ça. Est-ce que je serai à la hauteur? Est-ce qu'on va m'accepter? Est-ce que beaucoup de questionnements ajoutés à la pauvreté, parce que quand on fait de la politique, il faut un peu de moyens. Hein? Parce qu'occuper le terrain suppose qu'il faut parcourir toutes les localités de sa zone d'engagement. Donc il faut les moyens. Et ça, c'est pas souvent donné aux femmes. Et il faut dire que les femmes souvent, elles sont absentes quand on décide. Quand on veut des femmes à un certain niveau de poste, elles ne sont jamais là. Et comme on le dit, quand on est absent, la portion congrue, là, c'est pour vous. On dit aussi que la politique aujourd'hui, c'est le lieu par excellence du mensonge. Ça commence à désenchanter, vous voyez, au sein des populations, il y a une sorte de désaffection parce qu'on ne croit plus aux acteurs politiques. C'est peut-être aussi par la femme que cette dimension morale des choses pourrait revenir, cette éthique. C'est vrai qu'il fut un moment où la démagogie avait vraiment une part belle dans la scène politique. Mais de nos jours, je crois que la donne a beaucoup changé. Et aujourd'hui, si vous dites des mensonges aux populations, soyez sûrs que vous ne reviendrez plus. Et là, les populations jouent aujourd'hui la veille citoyenne. Vous voyez, dans certaines localités, j'ai eu l'occasion de participer à la commission d'enquête parlementaire sur les infrastructures. L'entrepreneur a amené du sable qui devait servir à réaliser un ouvrage. Et les populations ont refusé que les agrégats, particulièrement le sable, soient utilisés parce que c'est de la mauvaise qualité. Et pour tester, ils ont amené 2 seaux d'eau. Eux-mêmes, ils ont amené un seau de sable et ils ont testé le sable de l'entrepreneur et ils ont testé leur sable, mais il n'y avait rien à dire. L'autre, c'était uniquement de la boue. Le sable de l'entrepreneur était uniquement de la boue une fois trempé dans l'eau. Donc, vous voyez, à la veille citoyenne, les citoyens de plus en plus n'acceptent plus le mensonge. Et je crois qu'aujourd'hui, la femme aussi n'a pas envie de se voir rabrouiller ou chasser parce qu'elle aurait dit des choses. Au contraire, elle veille à ce que ce qui est promis soit réalisé. Parce que quand vous choisissez une zone où vous voulez quand même vous investir politiquement, accompagner les populations pour leur mieux-être, vous êtes obligé de harceler à la limite, excusez-moi le mot, d'insister pour que ce qui a été promis soit réalisé dans les règles de l'art. Et je crois que ça, c'est quand même féminin. Voilà. Et je crois que les femmes gagneraient à s'engager pour au moins travailler pour les populations. S'engager, mais pour la population surtout, mais parfois il y a des images qui pourraient décourager ces femmes-là qui ont envie de s'engager. Quand on regarde par exemple ce qui se passe à l'arrondissement 3 avec Madame Le Maire qui est de votre parti, quand on regarde à Gourcy avec l'autre femme aussi maire du parti au pouvoir, ce sont des difficultés, des motions de défiance. Ça ne donne pas aussi quand on est fort, quand on voit cette image. Tout à l'heure, j'ai parlé d'obstacles à l'engagement de la femme en politique. Il y a beaucoup encore à faire. Et traditionnellement, on avait l'habitude d'accuser les pesanteurs socioculturelles, pas que c'est enrayé aujourd'hui, c'est encore présent, mais il y a aussi d'autres éléments. Vous savez, les hommes
je m'excuse, hein, la féodalité là, elle est encore présente. Les hommes n'acceptent pas qu'une femme soit au devant et qu'eux, ils soient derrière. Ça, c'est une réalité. Ensuite, il y a le fait que il y a des éléments que nous sommes en train de semer, des graines que nous sommes en train de semer, qui vont coûter cher à notre pays. Parce que quand on actionne sur la fibre ethnique, c'est très dangereux. Et des pays avant nous ont connu des difficultés à cause de cela. Et nous savons qu'à travers le monde, la fibre sensible pour désarçonner un État, c'est l'ethnicisme et la religion. Donc faisons en sorte à préserver cette unité nationale-là, en n'actionnant pas ces fibres-là, parce que ça ne nous amènera nulle part. Malheureusement, c'est encore vous, politiques, qui tenez ce type de discours. Oui, mais ce n'est pas tous les politiques. Vous savez que pour le fauteuil de Kossiam, il y a eu beaucoup de propos qui ont été tenus. À notre corps défendant, nous avons assisté à cela, parce qu'on s'est dit, mais même celui qu'on a fait quitter le pouvoir les 30 et 31 octobre n'a jamais actionné sur cette fibre-là. Pour le fauteuil de Kossiam, on n'a pas besoin d'actionner ces fibres-là. On n'en a pas besoin. On peut vraiment faire l'économie de cela. Et vous voyez, ceux qui l'ont fait, ça s'est même retourné contre eux. Parce que même dans les conseils municipaux, ces mots qu'on a tenus là, on fait aussi des dégâts. Je prends toujours l'exemple de Karangaso-Vigué. Des gens qui vivaient en symbiose ensemble, qui n'avaient jamais connu de problème. C'est à la faveur de ces élections qu'on a vu qu'on parle même le maire doit être de la cour royale. Ça, ce sont des éléments vraiment qui ne sont nulle part. La loi n'a rien prévu de tout cela. Mieux, notre constitution dit qu'on ne doit même pas s'organiser autour d'une ethnie, d'une race. Vous êtes député, vous êtes à l'Assemblée. Est-ce que ce n'est pas aussi, à partir du moment où il y a ces signaux, déjà en termes de loi, de proposer des choses effectivement pour dire attention, il faut que déjà au sein donc de notre arsenal juridique, il y ait des choses déjà qui sanctionnent sévèrement ce type de discours, de sorte à décourager. Absolument, absolument, nous pensons à cela et je pense que quelque chose sera en train de se préparer dans ce sens-là. Parce que c'est notre vivre ensemble qui va être mis à rude épreuve si on continue dans cette logique des choses. Et ça ne nous amènera nulle part. Nous avons déjà énormément de difficultés. Il y a déjà les défis de développement, les défis de la sécurité qui se placent en premier rang aujourd'hui. Et si nous ouvrons d'autres fronts, je crois que ça va détruire notre cohésion sociale et personne n'a envie de cela. On va poursuivre dans cet entretien pour parler de votre parti, l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement. Il est clair qu'il y a comme une sorte de crise, hein, même si aujourd'hui on pourrait dire que les choses sont en train d'évoluer, avec notamment ces frondeurs, ces députés frondeurs, absents au Congrès. Comment vous comprenez ça justement, puisque en même temps on ne ferme pas la porte, on est du parti, ils estiment qu'ils sont du parti, mais ils n'étaient pas au Congrès. Comment vous vivez une telle situation? Vraiment, vous allez m'excuser. Je crois que sur ce point, le parti a suffisamment communiqué. Le parti a suffisamment communiqué. Mais qu'est-ce que vous voulez face à des gens qui sont déterminés? Bon, nous, à l'Assemblée, nous avons été vraiment peinés de voir cette situation arriver parce que ce sont des camarades que nous avons tout le temps côtoyés. On a partagé beaucoup de choses ensemble. Et vraiment, c'est venu comme un couperet comme ça. Et qu'est-ce que vous voulez? La main tendue est toujours là. Et ça a même été renouvelé. On s'attendait peut-être à voir le Congrès, les exclus Malheureusement, le Congrès n'a pas exclu. Le Congrès n'a pas exclu. Voilà. Et je crois que il y a une suite quand même. Il y a une suite. Et je crois que sur ce point, la communication a été suffisamment intense à ce niveau. La direction du parti a communiqué. Puisqu'en fait, ce n'est pas un problème qui est au niveau du groupe parlementaire, mais c'est un problème qui se pose au niveau du parti. Ça a été pris en charge. La personnalité de votre président est constamment remise en cause par son style de management. Monsieur Aubin, quand le Larlé Naba, le président Roch-Marc Christian Kaboré, Simon Compaoré n'étaient plus en phase
avec le CDP, ils ont démissionné. Ils ont démissionné. Quand ils n'étaient plus en phase avec le président Blaise Compaoré, ils ont démissionné. Ça, c'est avoir le courage politique. Oui, ça, c'est le courage. Si vraiment ils pèsent, qu'ils créent leur parti et on y va. On va aux compétitions, on verra. Oui. D'accord. On apprend dans les coulisses qu'il y a ces rumeurs-là, persistantes, on l'apprend, qu'il y aurait de nouveaux frondeurs également, d'autres pourraient les rejoindre. Ça, c'est pour meubler la galerie. Ça, ce sont des débats de gargotes. Je crois que la situation de ces frondeurs aujourd'hui n'est enviable par aucun député. Donc, ça m'étonnerait que quelqu'un... Vous savez, en politique, comme je l'ai toujours dit, le pire des qualificatifs, c'est d'être traité de traître. Ça vous suit toute votre vie. Et ça, personne n'a envie ça. Personne n'a envie de cela. Donc, véritablement, je crois que ce sont des causeries de gargotes. On ne saurait prendre ça en considération. Parce que derrière, il y a le risque pour le CEFOP, justement, votre leadership au niveau du CEFOP. Bon, vous savez, il y a même une action judiciaire qui est en cours. Hein. On a eu déjà des premiers éléments, il y a des recours qui sont en cours. Attendons de voir. Attendons de voir. D'accord. Alors, parlons de dialogue politique au Burkina Faso. On a l'impression que ce dialogue-là, il est en panne. Quand on voit, par exemple, le débat autour du code électoral, par exemple, c'est assez dur, les mots sont assez forts. On voit déjà qu'entre majorité et opposition, c'est assez dur quand même, si bien que ça craint quand même pour ce dialogue-là, qui devrait pourtant être là pour permettre un peu de polisser le débat au niveau politique. Vous savez, notre Constitution a prévu que le président doit concerter le CEFOP pour des questions d'intérêt national. Je crois que si ma mémoire ne me trompe pas, c'est 2 fois par an. Et depuis 2016, il n'y a plus rien eu. Jusqu'à ce que, en début d'année 2018, l'opposition soit convoquée autour de 2 points essentiels. Le vote des Burkinabés de l'étranger et la tenue du référendum. Je crois que ça a été suffisamment médiatisé. Il y a dialogue quand il y a deux personnes qui acceptent de s'asseoir ensemble et de s'écouter. Mais quand on n'écoute pas et qu'on préfère le passage en force, comprenez bien que la cohésion sociale est mise à rude épreuve et la réconciliation dont on parle là, elle viendra d'où? Il faut quand même qu'on s'écoute. Nous suivons avec beaucoup de préoccupation la situation au Mali. Nous ne savons pas à quoi cela va aboutir, mais nous savons que de par le monde, les conflits post-électoraux là contribuent à déstabiliser les États. Et parfois, effectivement, ces questions de code électoral pour le Mali, le fichier a posé problème dès le départ. Et c'est ce que nous redoutons au Burkina ici. Vous vous rendez compte? L'ONI va se substituer à la CENI. La CENI est une institution de compromis. Tous les acteurs ont accepté que cette structure-là va désormais encadrer et organiser les élections dans notre pays. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, on dise que l'ONI va faire sortir tous ceux qui ont fait les actes, les cartes d'identité et qui seront en âge de voter en 2020, on leur enverrait des SMS pour leur demander où ils souhaitent voter pour qu'on les inscrive dans ces bureaux de vote-là. Vous connaissez la défaillance de l'électronique dans notre pays, des réseaux de téléphonie dans notre pays, le niveau d'analphabétisme dans notre pays. Qui va nous extraire les absents? D'absents, je parle de ceux qui ne sont plus résidents ici, de ceux qui sont décédés, qui ne sont plus de ce monde. Et quel sera le rôle quel rôle la CENI va jouer? Et puis, ça peut se faire des concerts avec la CENI. Monsieur Aubin, qu'on laisse la latitude à la CENI de faire comme elle avait l'habitude de faire. Parce que l'enregistrement biométrique, c'est un peu... Vous savez qu'au départ, ça n'a pas été simple. Hein? Les gens ne comprenaient pas trop. Bon, il y avait une désaffection totale, un potentiel de plus de 5 millions qu'on attend. On n'arrive pas à les avoir tous. Et maintenant que les gens ont un peu eu cette habitude-là et que ça commence à rentrer
dans les obligations régulières des citoyens de s'inscrire pour pouvoir voter, on amène encore autre chose. Ça les perturbe et vraiment on ne comprend rien. Et les acteurs politiques, on a intérêt à nous accorder. Nous avons intérêt à nous accorder pour la cohésion de ce pays-là, pour l'unité nationale. On a évoqué les questions de moyens. L'opposition a proposé que le recensement se fasse au niveau commune. Au lieu qu'on aille jusqu'au niveau village, qu'on on limite cela au niveau commune. Au moins, ça résout un certain nombre de problèmes. Et ça contente tout le monde. Mais ce passage en force, là, où est-ce que ça va nous amener? Mais comment ça s'explique tout ça? Effectivement, le débat toujours autour du code électoral, des questions d'élection, ça a toujours été un consensus. Comment ça s'explique aujourd'hui? Vous avez du mal à vous entendre. Cette question-là, quand vous allez recevoir les acteurs du parti au pouvoir sur ce plateau, posez-leur la question. Et ils savent, c'était les ingénieurs du CDP pendant 27 ans. C'est eux qui concevaient tout. On a tout entendu dans ce pays. Si vous ne votez pas, on vote les Caïcédras. On a entendu ça. Hein? Quand on vous écoute au niveau de l'opposition, on a comme l'impression qu'il y a déjà vous posez un problème de confiance. Oui, absolument, un problème de confiance. Et nous voulons être rassurés. C'est tout ce que nous demandons. On veut être rassurés. Mais il n'y a rien de flou jusqu'à présent. Mais, M. Aubin, cette liste électorale qu'on veut façonner, je vais vous dire quelque chose. Quand j'ai été désigné pour la province de Boulkemde, des jeunes sont venus me voir, juste avant l'enrôlement biométrique qui est passé. Tanti, nous allons vous dire, nous on a fait des choses ici. On nous a amené, certains acteurs politiques nous ont amenés au cimetière de Koudou, nous avons enregistré les noms des défunts et les dates de naissance pour qu'on puisse établir des cartes d'électeurs pour eux. Vous vous imaginez ça? J'ai tout imaginé en politique sauf ça. Sauf ça. Les défunts doivent reposer en paix, mais pas être perturbés. Donc quand j'ai appris ça, comme je l'ai dit, j'ai tout imaginé en politique sauf ça. Je ne peux pas imaginer que pour la conquête du pouvoir, on est capable d'aller déranger le sommeil de nos morts. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Les acteurs d'hier sont les mêmes aujourd'hui. Ce sont les mêmes aujourd'hui. Ils savent ce qu'ils faisaient hier. Pour que ça puisse marcher, il faut qu'ils puissent baliser les choses. Et comme on le dit chez les mots aussi, celui qui cherche, celui qui est accroupi là, il voit celui qui cherche. Il se trouve que hier n'est pas comme aujourd'hui. Plus rien n'est comme avant. Qu'est-ce qui a changé? Tout est pire qu'avant. Vous avez parlé de veille citoyenne. Tout est pire qu'avant. Aujourd'hui. Ça, c'est ce qui se réalise pour les populations. Ce qui se fait trame dans les bureaux, vous êtes au courant? Les détournements à ciel ouvert que la presse relaie au quotidien. Vous croyez que ça, c'est mieux qu'avant? C'est pire qu'avant. Et moi, souvent, je suis écœuré. Je suis écœuré parce que l'insurrection, on n'a pas pensé qu'on allait regretter cela à ce point-là. Beaucoup aujourd'hui disent regretter d'avoir fait l'insurrection. Parce que, en fait, les attentes sont sabordées. Ça veut dire tout est devenu pire qu'avant. Puis parce que aussi peut-être on a en face une opposition aussi qui fait dans la surenchère, qui montre pour les enchères, qui travaille à montrer que rien ne va, alors qu'il y a du travail qui se fait quand même. Mais vous savez très bien que le rôle de l'opposition, ce n'est pas applaudir ce que le pouvoir a tout. La politique aussi, c'est parfois avoir l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des choses qui se font par l'adversaire. On le fait. L'opposition, de temps en temps, le fait. Mais on a élu une équipe pour que le quotidien des Burkinabés soit amélioré. C'est de leur devoir de rendre la vie facile pour les Burkinabés, d'améliorer les conditions de vie des Burkinabés. Maintenant, quand ce qui doit se passer là n'arrive pas, c'est le rôle de l'opposition d'interpeller ceux qui sont au pouvoir, parce que ce n'est pas ce que les populations attendent d'eux. Interpeller et proposer. Oui, nous avons toujours proposé. Nous avons toujours proposé. La relance économique, l'UPC a fait des propositions. Même pour notre sécurité, l'opposition, l'UPC a fait des propositions. Mais est-ce qu'on nous écoute? Au départ, ils étaient tellement orgueilleux et puis tellement montés par le fait d'avoir eu le pouvoir
qu'ils ont dit que c'est parce que nous sommes aigris que nous avons des propositions. En attendant, la population a choisi leur candidat, il était le meilleur, et que de les laisser à l'œuvre. Voilà ce que l'œuvre là nous donne aujourd'hui. Voilà. Alors, on se retrouve dans une situation où, quelque part, dans un contexte déjà assez sensible, assez difficile, où on a besoin de cette cohésion nationale, de cette réconciliation. On a des acteurs qui se regardent en chaîne faïence, si bien qu'aujourd'hui, on a affaire à une situation où c'est des acteurs étrangers qui viennent nous apporter la contribution, notamment, je veux parler de cet institut danois pour les partis et la démocratie, qui est venu aider nos acteurs à dialoguer. C'est quand même honteux, ça. Je reviens sur l'aspect de proposition de l'opposition. Vous savez que quand le gouvernement a été mis en place, l'opposition est montée au créneau pour dire qu'il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Vous vous rappelez que le ministre de la Défense, à sa prise de service, a dit que les terroristes seront terrorisés sans même prendre la mesure de la situation. Il nous a même livrés dans l'insécurité. Il a même mis à l'aise certainement nos forces de sécurité et de défense. Et aujourd'hui, la situation qu'on constate là, qu'est-ce que vous voulez? Ça veut dire le dialogue, il faut qu'il y ait quelqu'un qui parle et quelqu'un qui écoute et qu'on puisse échanger. L'expérience danoise, c'est le Burkina qui a voulu s'inspirer de l'expérience danoise. Ils ont des centenaires de démocratie. Nous, notre démocratie est en construction. Mais ce qui se passe ailleurs, ce qui semble être quelque chose que nous admirons et que nous aurons souhaité que cela se fasse chez nous, il faut qu'on se l'approprie. Il faut que nous nous approprions ces concepts-là qui, aujourd'hui, nous épatent et qui vraiment, si nous arrivions à dupliquer ça dans notre contexte, cela va vraiment aider la gouvernance d'une manière générale de notre pays et ça va mettre les acteurs politiques dans une même salle où on va discuter des questions de la nation. Mais est-ce que vous pensez que ceux qui sont au pouvoir là sont dans cette disposition-là? Parce que ce pays-là, j'ai souvent dit, il faut que nous nous asseyions et que nous repensons notre développement. Parce que le développement de Burkina ne peut pas être arrimé à un mandat. Parce que le développement, c'est une vision, c'est dans le long terme. Il faut que nous tracions ce que nous voulons dans 30 ans, 25 ans, 30 ans, sinon même plus, et que chacun rentre dans ce schéma-là et pose sa pierre une fois arrivé aux affaires et d'autres poursuivent. Dans notre contexte, qu'est-ce qu'on remarque? Tout ce qui a été fait par le prédécesseur, on met au placard. Nous sommes un pays aux ressources limitées. Quand on a les ressources limitées, on doit être rationnel. Ce qui n'est pas ancré dans le quotidien de nos dirigeants. Quand on range tout, on met au placard et on recommence. On ne recommence pas la roue. On l'améliore, on l'embellit. Donc notre vrai problème là, c'est à ce niveau-là. Parce que ce n'est pas moi à ce temps, à cette période-là, ou bien c'est moi qui suis là aujourd'hui, ce que l'autre a fait hier, je n'en veux plus, on n'en parle plus. On ne peut même pas citer ça en exemple. Ça, on va se développer comment? Un éternel recommencement. Même les textes, on se sent obligé de reprendre des textes, d'inventer d'autres choses, alors que si on avait poursuivi, on améliorait des techniciens, mais on améliore ce qui n'est pas bien fait. On n'anéantit pas ce qui a été déjà fait. On améliore. Donc c'est cette dynamique-là qu'il faut que nous, on puisse intégrer et que vraiment le perpétuel recommencement-là, c'est ça même qui nous renvoie plus en arrière. Parce que l'administration est une continuité. C'est que là où on est venu trouver des situations, on regarde ce qui peut être corrigé, on corrige et on avance. Alors vous parlez donc justement de cette gouvernance du MPP. Vous parlez tout à l'heure de la question sécuritaire. C'est vrai que c'est une réalité aujourd'hui, cette recrudescence des attaques, notamment l'Est qui est en train de devenir l'autre foyer. C'est vraiment une situation qui préoccupe tous les Burkinabés. Et c'est vraiment avec désolation que nous constatons
tous ces décès liés aux attaques terroristes, aux mines qui font sauter les véhicules des forces de défense et de sécurité. Et pour tous ces décès, je souhaite que la terre du Burkina les reçoive et que les MAN, les ancêtres, leur donnent le repos mérité parce qu'ils ont défendu la nation, ils sont allés défendre la nation et que le Dieu Tout-Puissant les reçoive dans son paradis. Aux parents, vraiment beaucoup de courage. Nous les pleurons, mais nous ne pouvons pas prendre leur douleur. Mais il faut que notre État prenne la mesure de la situation. Regardez simplement le mois d'août. Je crois que si ma mémoire ne me trompe pas, c'est la 4e attaque avec des morts. Et quand vous regardez la tranche d'âge, ce sont des enfants. Il y a véritablement je ne sais pas comment le traduire. Il y a en tout cas des mesures très fortes à prendre. Quand vous parlez de propositions, l'opposition avait fait des propositions en son temps sur la sécurité. Le matériel est vétuste, c'est connu de tous. Ce sont des jeunes qu'on envoie sans expérience, qui ont certainement appris comment on fait la guerre au cours de leur formation professionnelle. Et là, ce n'est pas une guerre classique, c'est une guerre d'un nouveau genre. Et ce sont à la limite, moi je dirais que ce sont des bambins. La hiérarchie militaire doit se regarder en face. C'est la hiérarchie militaire qui décide qui peut aller sur ce type de front. Elle doit se regarder en face. Elle doit se regarder en face. Est-ce que véritablement ce sont des enfants de cet âge-là qu'on envoie sur des terrains très difficiles, très délicats? Il faut qu'il y ait des solutions qui soient vraiment trouvées et que la question de notre sécurité là, comme vous l'avez si bien dit, le dialogue puisse s'instaurer autour de cette question qui est éminemment préoccupante pour toute la nation entière. Et il faut que tout le monde s'asseye pour parler, parce qu'il n'y a pas d'orgueil à ce niveau. Parce que effectivement, au niveau du pouvoir, dans ce contexte difficile, parfois, on a l'impression qu'on ne bénéficie pas donc de cette solidarité nationale, de cette mobilisation de l'ensemble des filles et des fils du pays pour regarder dans la même direction par rapport à cette question sécuritaire. On a comme l'impression qu'il y a d'autres catégories où notamment l'opposition parfois veut faire dans la récupération politique. Non, personne ne veut faire de la récupération dans un tel contexte. Non. Un contexte où chaque jour on n'a que des oraisons funèbres à prononcer. Vous croyez que ça réjouit l'opposition politique? Il faut que ceux qui sont au pouvoir créent les conditions. L'opposition a toujours été disponible. Et je crois qu'il y a dans une des déclarations, je ne sais pas c'est au cours de quelle attaque, l'opposition a marqué sa disponibilité, l'UPC en tout cas, a marqué sa disponibilité à aller dans un cadre qui sera défini pour qu'on discute de la question sécuritaire. Mais si ceux qui sont aux affaires pensent qu'ils sont suffisamment outillés et qu'ils ont les solutions, on attend de voir. Malheureusement, ce sont nos enfants. Ce sont nos enfants qui périssent au quotidien. Et moi, j'étais un peu déçu. C'est vrai que le chef de l'État, il est parti dans un contexte bien précis, une rencontre sino-africaine, mais dans d'autres pays, il serait revenu. Il serait revenu, même si les incidents l'ont trouvé en vol, il serait revenu. Il y a le Premier ministre qui est là, qui a présenté ses condoléances. La situation est suffisamment grave et préoccupante. Il ne viendra pas réveiller ceux qui sont décédés, mais au moins la compassion sera marquée au plus haut niveau. Le Premier ministre, c'est déjà le plus haut niveau. Oui, je sais que c'est une autorité, mais on attend plus du chef de l'État. On attend plus du chef de l'État. Voilà.
Alors, c'est une question en tout cas difficile en termes de solutions. On est toujours en quête de solutions à ce problème sécuritaire qui commence à impacter sérieusement, au-delà de tout, l'économie même nationale. Oui. Aujourd'hui, c'est une situation quand même difficile. Oui, c'est très difficile. C'est très difficile. Bon, on me dira que le Burkina n'est pas le seul pays concerné, mais bon, chacun professe pour sa chapelle. C'est vrai, tout le monde entier est concerné par le terrorisme. Mais nous, au Burkina, ça nous préoccupe plus. Et déjà, ce qui nous était arrivé en 2014 n'avait pas rassuré les investisseurs, les opérateurs économiques. Ce qu'on ne nous dit pas, elles sont combien d'entreprises à avoir fermé leurs portes depuis que les attaques ont commencé? Donc l'économie est en train davantage d'être plombée par ces incidents à répétition qui concernent tout le territoire burkinabé. Au départ, on avait d'ensemble, effectivement, l'opposition a toujours marqué sa disponibilité. La nation, là, on est là, on cherche la conquête du pouvoir. C'est parce qu'il y a une sécurité qu'il y a des élections. Si on est dans un imbroglio total, vous pensez que ça va être simple? L'opposition a toujours marqué sa disponibilité, surtout l'UPC a toujours marqué sa disponibilité. Mais il faut que ceux qui sont au pouvoir déclenchent le mécanisme pour cette concertation-là. Et que les propositions qui sont faites de par le passé, à nos journées parlementaires, je ne me rappelle plus c'est la quelle journée parlementaire, on a fait des propositions par rapport à la sécurité. La vétusté du matériel a été évoquée, la formation, le renseignement et tout ça. Le matériel de pointe aujourd'hui qu'il faut, les drones, tout ça, c'était des propositions que l'UPC a eu à formuler. Hein? Financièrement aussi, le pays n'est pas en bonne santé. C'est peut-être ce qui explique cela. Ajouter à cela toutes ces revendications d'ordre social, comprenez quand même que c'est aussi difficile pour l'exécutif, pour le gouvernement, de pouvoir effectivement faire assez d'efforts, plus d'efforts dans ce sens. Déjà, il y a des choses qui sont faites. Le budget consacré à la sécurité a été revu à la hausse, mais c'est quand même difficile. Vous n'allez pas me dire que c'est parce que l'opposition n'a pas été impliqués dans les débats de sécurité que les choses vont mal. Vous n'allez quand même pas me dire ça. Mais ceux qui sont aux affaires ont la mesure de la chose. Ils savent, je sais que quand j'entends souvent dire tout est prioritaire au Burkina, je dis non. Il y a des choix à opérer dans les priorités. Il faut prioriser les priorités. Oui, absolument. Il faut faire cela. Et quand vous parlez de ressources, pour cette question de sécurité-là, pour faire des investissements, il faut que les gens soient en sécurité pour faire des investissements. Les routes, là, ce n'est pas en ville, on les fait. Même en ville, on n'est pas épargné. À Kwame Nkrumah, il y a eu combien d'attaques? Donc, et on avait pensé pendant longtemps que c'était le Nord qui est concerné. Ça s'est étalé partout. À Batie, tout dernièrement. C'est carrément au sud-ouest, à la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Qui aurait imaginé que le phénomène allait se déporter jusque là-bas? Et aujourd'hui, dites-moi quelle est la zone qui est épargnée? Tout le pays est concerné. C'est peut-être le moment de parler moins politique et de se mettre ensemble. Nous sommes tous préoccupés actuellement par la question sécuritaire dans notre pays. D'accord. Alors, l'opposition au plus haut point. Ok. L'autre question sécuritaire, c'est la sécurité alimentaire. Là aussi, le pays, cette année, vit une situation difficile. On est obligé de faire appel à de bonnes volontés, comme la CEDEAO, par exemple, qui nous apporte des vivres en prêt. C'est aussi une situation difficile. Oui, c'est une situation difficile, mais qu'on a vu venir. Dès lors que la saison 2017 n'a pas été bonne, c'était prévisible que ça allait être difficile en 2018. Bon, je vois des actions qui se mènent ça et là, mais la disette est très présente dans beaucoup de provinces, beaucoup de communes encore. Bon, encore une fois, ça aussi, ça fait partie des priorités. La sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire est une grande priorité pour le Burkina. Bon, malheureusement, à ce niveau-là, il faut qu'il y ait encore beaucoup plus d'efforts.
Il y a aussi les caprices de la plus, nature plus qui n'arrangent pas les choses. d'efforts de production, plus d'efforts d'accompagnement du monde agricole pour que vraiment nous arrivons à une sécurité alimentaire parce que c'est primordial. Et une fois que cette sécurité alimentaire sera obtenue, les autres aspects seront moins visibles. Et c'est vraiment dommage que j'ai assisté sur une chaîne de télé, les dons de vivres qui se sont opérés, où on a étalé les... Bon, je me dis que même quand on donne, ça doit être avec humanisme. Ça doit être avec humanisme. Et dans notre quête de solutions pour résoudre la crise alimentaire, nous devons quand même mettre un certain nombre de valeurs devant et que ceux qui nous donnent acceptent que ça se passe comme ça. Quand vous étalez les vivres sur un terrain de sport, des centaines de paquets pour que, bon, véritablement, c'est une image qui a été insoutenable pour moi. Alors, il faut beaucoup d'efforts. On espère que la prochaine saison sera... Oui, moi je disais, je dis non, Dieu nous a créés et nous aime beaucoup. Il ne nous punira pas deux ans successivement. On l'espère bien. Ouais. Alors, on revient un peu aux élections de 2020 qui se profilent à l'horizon avec tout ce débat déjà qui est engagé. On a comme l'impression que tout le monde est en campagne, hein? Même vous au niveau de l'EPC. Ah bon? N'est-ce pas? Non, vous savez, nous, on est permanemment en contact avec nos structures. Avant le congrès, c'était la restructuration, le renouvellement des structures du parti. Et ce travail achevé, mais il faut bien être à la base. Il faut être avec les populations. On parle de mise à jour du fichier électoral. Il faut que les militants soient à jour. Ils aient le précieux sésame pour y aller. Et ça, nous le faisons sans tambour ni trompette. Comment vous savez que nous sommes en campagne? Aller rencontrer nos bases, ça c'est au quotidien chez nous. C'est pas exceptionnel, c'est au quotidien. Mais en même temps, on profite pour préparer les esprits pour 2020. Mais c'est ça aussi la politique. C'est ça aussi la politique. Alors, c'est aussi, vous dites, aller au contact de la population, c'est aussi peut-être déjà ce débat qui est en train de venir, le référendum pour la nouvelle constitution qui arrive. Déjà, on a vu ce débat qui a eu, ces contradictions, ce paradoxe entre CENI et exécutif par rapport à qui a le droit d'annoncer la date ou pas. On a vu la CENI qui a fait sa sortie, qui a donné une date, l'administration territoriale qui est sortie, qui a démenti. Du coup, c'est déjà engagé par rapport à cette question. Bon, vraiment, c'est un imbroglio que nous avons constaté. Bon, moi, c'est peut-être une déformation professionnelle. J'ai beaucoup fait l'administration. Je pense que c'est pas la CENI qui annonce quand est-ce que les choses se passent. C'est toujours un décret pris en Conseil de ministres qui annonce quand on convoque le corps électoral. Bon, je ne sais pas comment ça s'est passé pour que ça se fasse comme ça, mais bon, en tout cas, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Mais vous savez, je ne sais pas à quelle fin, mais le vin est tiré. Dans un contexte déjà de débat sur le code électoral, est-ce que c'est des situations qui peuvent de nature à décrédibiliser l'institution en charge de l'organisation des élections? Oui, bien sûr. C'était malveillant, c'était pas opportun. Il n'était pas opportun à la CENI de donner ces informations-là. Et on a suivi la réaction du ministre de l'Administration territoriale. Et effectivement, on a l'habitude de voir que c'est le gouvernement qui annonce les couleurs, pas la CENI. Voilà. Alors, ce débat sur la nouvelle constitution, il y a des choses qui sont déjà retenues pour cette nouvelle constitution. Est-ce que, déjà au niveau de l'opposition, on anticipe, on a suffisamment diagnostiqué cette nouvelle constitution pour comprendre les choses, pour expliquer au niveau de la base déjà qu'attention, il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas bonnes et qu'il va falloir déjà prendre des garde-fous dans ce sens, de faire en sorte que
la Constitution ne soit pas votée dans sa version telle que proposée à l'étape actuelle des choses. Parce qu'on l'a vu pour le Mali aujourd'hui, c'est aussi ce piège que l'opposition n'a pas su éviter d'abord avant d'aller aux élections. Là-bas, c'est l'administration territoriale qui organise les élections. Dans la nouvelle constitution chez nous, on parle d'une autre structure. On a parlé d'une autre structure comme ça, on ne sait pas trop avec quel objectif. Mais c'est déjà un débat qui est posé. Est-ce que l'opposition a suffisamment mûri la réflexion sur cette nouvelle constitution? Bon, l'opposition a eu des représentants au sein de la commission chargée de la relecture de la Constitution. La commission est venue à l'Assemblée présenter la dernière monture de la Constitution. Il y a eu d'énormes questions qui ont été posées. Malheureusement, paix à l'âme du président Salif Diallo, il a dit en son temps que on n'ouvrait pas un débat. Ceux qui sont là enregistrent les préoccupations des députés et à la fin de la présentation et à la fin des questions, il a dit, vous voyez déjà l'ambiance que vous avez vécue aujourd'hui. Donc préparez-vous quand la loi va venir à l'Assemblée. Des préoccupations ont été soulevées par les députés, pas seulement de l'opposition, de la majorité également. Et il n'y a pas eu, bon, comme ça a été dit, annoncé, ce n'était pas un débat. Ils sont venus juste nous présenter. Les préoccupations ont été enregistrées et nous ne savons pas quelle est la suite qui sera donnée aux préoccupations qui ont été enregistrées. Et c'est plus tard que nous avons vu la remise du document officiel au président du FASO. Est-ce que vous êtes satisfait du projet actuel? Il y a des préoccupations. Il y a des préoccupations, mais je crois que le moment venu, l'opposition avisera. Ouais, le moment venu, l'opposition avisera. C'est aussi le cas du code électoral adopté, promulgué par le président. Vous avez été devant le Conseil constitutionnel qui ne vous a pas donné raison. C'est donc un code électoral qui est désormais acté, c'est validé. Oui. Ça aussi... nous prenons acte. Vous prenez acte. Nous prenons acte. Ça veut dire qu'on ira aux élections avec ce code électoral-là. Voilà. Maintenant, il faut que la majorité prenne la mesure de la situation. Ce que nos voisins maliens sont en train de vivre aujourd'hui, nous sommes en train, le pouvoir en place est en train de réunir les ingrédients de ces difficultés-là dans notre pays. Est-ce que vraiment on a besoin de cela? On n'a vraiment pas besoin de cela. Mais comme c'est un passage en force, vous savez, la légalité là, et l'opportunité, le Sénat, le référendum en son temps, c'était contenu dans la Constitution, dans la loi, non? Mais est-ce que ça a été mis en place? Ça n'a pas été mis en place. Cette loi aussi, elle est légale, mais est-ce qu'elle est opportune? Pourquoi elle n'est pas opportune? Pourquoi elle n'est pas légitime? Dès lors qu'il y a des contestations, dès lors qu'on ne s'accorde pas sur un document qui doit régir des élections à venir, il y a problème. Il faut s'en inquiéter et il faut s'asseoir et puis trouver le juste milieu. Donc, apparemment, la majorité n'entend pas ça de cette oreille. Et c'est un passage en force que nous avons constaté. Parce qu'il faut bien aller vite, les élections c'est pour demain. Ça n'a surpris personne. Ça n'a surpris personne. Le président, il est voté pour 5 ans. Les députés également. Et même les conseillers. Ça n'a surpris personne. Tout le monde est au courant de l'agenda. Ce n'est pas au cours du match qu'on change les règles. Donc, il y a des raisons qui ne se révèlent pas. C'est ceux qui ont initié la loi là, la modification de la loi là, qui connaissent les raisons profondes de cette modification. C'est vrai que vous dénoncez ce qui doit se passer au niveau de l'ONU par rapport effectivement au fichier électoral, mais il y a aussi le vote de la diaspora. Vous avez contesté que ce soit les documents de votation, que ce soit les lieux de vote, mais là c'est une réalité. Est-ce qu'aujourd'hui l'opposition ne devrait pas être dans cette dynamique désormais de mobilisation des militants au niveau de la diaspora, justement, de sorte à faire en sorte qu'ils aient ces documents de votation qu'ils n'ont pas, parce qu'en même temps, le pouvoir a promis que l'État fera en sorte que cette diaspora puisse avoir accès
à ces documents. Mais qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'opposition pour amener effectivement le pouvoir à aller un peu plus vite? L'opposition ne peut pas amener le pouvoir à aller plus vite. Le pouvoir va à son rythme. Ils ont l'habitude de répéter, ils ont un refrain, nous avons le pouvoir, c'est vous qui nous suivez. Et là où on va vous suivre, là où ça va nous amener dans le décor, là on n'ira pas. Et ce qui est curieux, c'est que quand la loi avait été votée en 2009, c'était les acteurs actuels qui étaient au premier rang. Je crois qu'à l'époque, le président Roch Compaoré était le président de l'Assemblée nationale. Pourquoi il n'y a pas eu de préoccupation à ce niveau? Et la loi a été votée avec les données que cela contenait. Il est aux affaires aujourd'hui, il trouve qu'il faut modifier parce que il y a eu des constats la carte, mais la carte biométrique consulaire, qui l'a conçue? C'est ceux qui sont aux affaires aujourd'hui qui l'ont conçue. Mais avec le recul, on a dû constater qu'il y a des problèmes. Oui, alors, parlant de recul, vous savez, il y a eu 14 pièces qui ont servi à établir la carte biométrique au Burkina. 14 pièces, en passant par les cartes de vaccination, les livrets de famille, les permis de conduire, les actes de mariage, tout ce qui s'ensuit. Ces documents restent valables jusqu'en 2021, selon la loi. Maintenant, ce qui avait été prévu en 2000, ceux qui doivent faire maintenant, aujourd'hui, ceux qui doivent se faire enregistrer maintenant, à partir de l'adoption de cette loi, il n'y a que la carte nationale d'identité pour ceux qui sont au Burkina. Pour l'avoir, on n'a pas besoin de prouver sa nationalité. Et ceux qui sont à l'extérieur, on leur dit, si vous êtes né là-bas, il faut prouver votre nationalité. Et j'étais vraiment dépassé d'entendre le ministre de l'administration territoriale nous dire que la carte consulaire n'est pas un document d'identification, que c'est un document juste pour dire celui qui est en face de moi, c'est bien lui qui est là, c'est sa photo et tout. Vous vous rendez compte? En dehors du fait que nous réunions même des actes que nous, État burkinabé, à cautionner pour nos compatriotes résidant à l'étranger. À un moment donné, l'opposition aussi a douté de ces documents, ce même document. Une enquête parlementaire a été menée. À l'époque, en 2013, une enquête parlementaire a été diligentée à Abidjan. Et ils ont déposé leurs conclusions. Et on a dit non, à la livraison de ce rapport, il n'y a aucun problème, c'est sécurisé, c'est fiable, il n'y a pas de problème. Donc à partir de ce moment, l'opposition ne trouvait plus de l'opposition, le ministre de l'administration territoriale en son temps, ministre d'État aujourd'hui, a écrit au CEFOP pour demander de regarder dans la perspective de retenir un document unique pour les élections à venir. L'opposition politique a répondu en disant qu'elle a proposé une carte d'identité nouvelle version. Ce qui ne ressort pas dans les différentes communications que le parti au pouvoir a eues. Ils disent que l'opposition même a dit de retenir la carte nationale d'identité. On n'ajoute pas nouvelle version qui intégrera les éléments de votation, les bureaux de vote et tout ça. On n'ajoute pas cet élément, ce bout de phrase-là, on ne l'ajoute pas. D'accord. Donc vous comprenez que il y a les raisons profondes de l'abandon de la carte consulaire là. C'est ceux qui ont initié la modification là, qui connaissent les vraies raisons. Alors on va vers 2020 et là on est dans la perspective, on se dit franchement, pour gagner il faudra aussi des alliances puisqu'on parle de plusieurs baobabs. Alors comment vous vous positionnez aujourd'hui avec votre parti, deuxième force politique, mais quand même quelque peu fragilisé quand même par la crise interne? Non, moi je crois que la crise n'a rien fait à l'UPC. Non, je crois que... Vous avez 13 députés quand même qui... Il faut... Ça, c'est un débat clos. 13 députés, c'est quand même des bases électorales aussi. Oui, mais ça, c'est réglé. C'est réglé. Ça, c'est réglé. C'est réglé. Revenant à votre question, aucun parti aujourd'hui ne peut gagner les élections sans alliance. Aucun parti. Et les alliances s'imposent aujourd'hui aux partis politiques. Vous, avec le CDP, ça marche ça? Au parce niveau... que pour le pouvoir, c'est une alliance contre nature. Quelle alliance contre nature? Eux, quand ils sont venus en 2014 au CEFOP, en 18 janvier 2014 au CEFOP,
Qui a trouvé quelque chose à dire? On les a accueillis les bras ouverts, acclamés à la place de la nation. Vous avez combattu le CDP. Mais qui était au CDP? Ce n'est pas ceux qui sont aux affaires aujourd'hui là qui constituent le CDP. Quand eux, ils recrutent notamment les éléments du CDP, on a fait sortir des maires de prison pour aller battre campagne pour le parti au pouvoir, sans jugement. Personne n'a trouvé mot à dire. Maintenant que l'UPC annonce au grand jour les alliances futures, ça pose un problème. Mais il faut que nous soyons équitables dans ce pays-là, dans nos analyses et dans nos appréciations des situations. Les alliances, c'était même un sous-thème pendant le congrès, le deuxième congrès, qui s'est tenu en juillet passé. Donc les alliances, c'est une nécessité et l'UPC s'est engagé dans la solution des alliances au sein du parti. Donc pour vous, l'UPC tout seul ne peut pas remporter cette élection présidentielle? Nous avons déjà fait notre preuve en 2015. Nous avons eu 29,63% de pourcentage électoral. Et aujourd'hui, après les analyses politiques, après les élections, il nous faut les alliances. Parce que la loi dit qu'il faut avoir au moins 50 plus 1. Donc, même si l'UPC a renforcé ses bases, même si les militants, les sympathisants de l'UPC ont augmenté, et vous croyez que la situation aujourd'hui que le pays vit, ce n'est que les populations, les Burkinabés rejoignent l'UPC. Ce que nous avions pensé que cela va être, et ça c'est une anecdote lors de la campagne présidentielle. Le président dit, si vous chassez le mécanicien, vous laissez les apprentis, soyez sûr que le résultat sera plus médiocre. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Je crois que les Burkinabés ont pris conscience que l'alternative aujourd'hui crédible pour le Burkina, c'est l'UPC. Vous croyez? Parce qu'au Mali également, l'opposition croyait que le bilan d'Ibeka jouait en sa défaveur. Oui, mais c'est justement cette perception des choses qui amène à modifier la loi pour déjà anticiper sur la fraude. Nous voyons, j'ai dit en début d'émission ici, celui qui est accroupi là, il voit celui qui cherche là. Donc pour vous, sans fraude, le pouvoir ne va pas remporter ces élections? Ça c'est évident. Ça c'est évident. On attendra de voir. Donc, alors absolument. Rendez-vous en 2020. On verra. On est en fin d'émission. Vous allez nous dire ce que vous pensez de Marie-Laurence Eliboudo Marchal, ministre en charge de la femme. Oui, une femme très dynamique, très engagée, qui est très déterminée pour toute action qu'elle pose. Je l'ai beaucoup appréciée à l'Assemblée nationale. Je vois ce qu'elle mène comme action au niveau de son ministère. Bon, et je félicite vraiment l'action qu'elle a entreprise pour ôter les enfants de la rue, parce que les enfants, leur place n'est pas dans la rue. Mais bon, je suis aussi les difficultés qui se présentent à une telle opération. Mais comme nous avons l'habitude et nous l'a enseigné dans les écoles de formation, dans tout changement de comportement, dans tout changement, il y a ceux qui adhèrent tout de suite à l'action, il y a ceux qui attendent de voir ce que ça va donner et il y a ceux qui pensent que ça ne va pas réussir. Et je souhaite que ceux qui attendent de voir rejoignent ceux qui ont adhéré tout de suite et que les sceptiques rejoignent également l'action parce que c'est un travail d'ensemble et toute l'équipe, les acteurs sociaux doivent s'y mettre pour qu'on réussisse à recaser ces enfants-là, soit dans le système scolaire ou dans les centres de formation ou même rejoindre les familles parce que la place de l'enfant, ce n'est pas dans la rue. Bala Alassane Sakandé, président de l'Assemblée nationale. Bon, c'est un président que je constate actuellement qui court beaucoup. Et j'imagine que c'est le positionnement au sein du parti, avec l'actualité que nous voyons, le positionnement au sein du parti, certainement aussi au Kadiogo, qui fait bouger tout ça. Voilà. Et vous terminez, Rochma Christian Kaboré? Un président que les Burkinabés ont élu et avait nourri beaucoup d'espoir. Malheureusement, ces espoirs sont en train de s'estomper parce qu'on ne voit rien venir. La vision n'y est pas. C'est vraiment dommage. Malheureusement, ça durera 5 ans. D'accord. On est en fin d'émission. Merci d'être passé dans le fauteuil blanc ce soir. C'est moi qui vous remercie.
Mesdames, Messieurs, je recevais pour vous Henriette Zumbaré, députée, vice-présidente de l'Union pour le progrès et le changement chargée des structures du parti. Merci de nous avoir suivis. Excellent sur le programme sur la chaîne Au cœur de nos défis. Un bonsoir particulier à tous ceux qui nous suivent du côté de Bamako. Bonsoir.